Mardi 25 novembre 2025, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Charles-Henri Lavielle, co-directeur des éditions Anacarsis, et Sandrine Victor, historienne médiéviste et responsable de la formation Histoire publique à l'Institut universitaire d'Albi. Ils y présentaient la nouvelle collection Les Passantes des éditions Anacarsis, des récits de femmes et d'hommes ayant traversé l'histoire sans entrer dans la pleine lumière, rencontrés dans les archives éparses. La discussion était menée par le libraire Samuel Péricot. Bonne écoute. Bonsoir. On va se lancer alors. Merci d'être là pour parler de la nouvelle collection chez Anacarsis qui s'appelle Les Passantes. Anacarsis, vous les connaissez, je pense, des plus fameuses maisons d'édition, d'histoire en France et donc dans le monde, qui sont ici à Toulouse, qui nous font le plaisir d'être des amis de la librairie, et dont on est toujours extrêmement attaché à leurs nouvelles idées, souvent un peu folles, donc ça nous plaît beaucoup. Aujourd'hui, pour parler de cette collection Les Passantes, on a donc Sandrine Victor. Bonsoir. Qui est juste à côté de moi. Tu es professeure d'histoire médiévale à Albi, si j'ai bien tout potassé. Tu as écrit un livre sur l'esclavage au Moyen-Âge et un formidable sur le pic et la plume, sur les questions de chantier au Moyen-Âge. Charles-Henri Lavielle, tu es cofondateur des éditions Anacarsis, que tu co-diriges aussi. Tu es aussi cofondateur du festival L'Histoire à venir. On vient pour parler donc de ces deux petits livres. Ce sont des courts livres. Vous allez pouvoir nous dire si le format est prévu pour être respecté tout du long. Il y a deux titres. Vous êtes deux, peut-être évoquer très brièvement quels sont les deux personnages qui sont évoqués dans ces deux livres. Oui, donc bonsoir. Le premier qui est sorti dans la collection a été écrit par Philippe Bronstein, qui est un médiéviste spécialiste de l'Italie, autour de la figure du parcours d'Alvise Mocenigo. Alvise Mocenigo, donc c'est un Vénitien, début du XVIe siècle, qui a été marchand, qui a été ambassadeur, qui a ainsi vogué un peu partout en Europe et dont on a des traces par sa correspondance avec sa famille à Venise. Et donc voilà, il a été depuis les rues de Venise et les marchés de Venise jusque sur les grandes cours de Louis XII. Et donc c'est son parcours que Philippe Bronstein a décrit dans ce premier opus. Juste peut-être dire un truc sur la collection, ou tu avais prévu de le faire après. Okay. Donc Thibaut Becchini, qui est l'auteur de cet ouvrage-là, et lui, un historien spécialiste du 19e siècle, et des migrations, et des villes, et des structures urbaines. Et il a découvert, dans le fil de ses recherches, des traces, des archives autour d'un personnage qui s'appelle Alexandrine Flotte, et qui est en fait une personne qui naît à Marseille en 1827, et puis qui va migrer tout au cours du 19e, et qu'on va retrouver un petit peu partout en 1830 à Alger, qui est une des premières personnes à arriver à Alger en 1830. Elle se marie, alors on a ses actes de mariage, la naissance de ses enfants, et on la suit comme ça, et puis on va la retrouver à Buenos Aires. Et en fait, c'est une histoire finalement de migrante au 19e. Dont on va pouvoir suivre tous les périples et les nombreuses vicissitudes tout au long de ce 19e. Je préfère en préciser parce que je pense qu'on va être amené tout au long de la discussion à parler d'Alvis et d'Alexandrine en les citant comme ça, mais que vous ayez au moins quelques repères sur qui ils sont et au moins à quelle période ou à quel univers ils se rattachaient. Qu'est-ce que c'est une collection en fait ? Parce qu'on parle d'une collection là, j'ai cru comprendre que c'était un projet d'historiens et d'historiennes qui l'ont proposé à un éditeur. Comment est-ce qu'un projet d'universitaire rentre dans une ligne éditoriale et comment est-ce que toutes ces idées tout d'un coup
prennent forme dans ce qu'on appelle une collection. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer à essayer de répondre à ça. On va peut-être commencer par l'idée. En fait, la collection, elle a commencé très naturellement par des discussions entre chercheurs. On se croisait beaucoup avec donc des collègues qui travaillaient sur toutes les périodes, autant depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, sur toutes les spécialités aussi, des archéologues, des historiens de l'art, des historiens. Et tous, voilà, un peu dans les arrière-cours des colloques, on discute. On discute des personnages que l'on croise. Tiens, moi, t'as vu, j'ai rencontré un tel dans les archives. Oh, tiens, moi, j'en ai un qui fait ci, qui fait ça. C'est toutes ces petites vies. Et ces petites vies, on s'est dit que c'était dommage que les historiens les gardent dans leur tiroir et ne les mettent pas en lumière, ne les mettent pas au service et à la disposition du public. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de faire une série de publications légères qui donnent envie aux gens de faire la connaissance de ces personnages qu'on a, nous, croisés et qui nous sont très familiers. Et à partir de là, donc, on a essayé de structurer un peu une idée, une collection, donc, qu'on a proposée à Anacarsis, qui a accepté de nous suivre dans ce pari un peu fou de vendre des biographies en 2025 et biographies d'inconnus. C'est pas gagné parce que voilà, c'est pas la biographie de Saint-Louis qu'on fait, hein, c'est la biographie de gens qui sont comme vous et moi. Est-ce que ça c'est un pari commercial? Eh bien, ils ont dit oui. Donc voilà. On est essentiellement cupide. Et donc, il nous a semblé que c'était vraiment le moment. Non, mais ça me plaît beaucoup, cette histoire, parce que, en fait, l'histoire d'Anacarsis, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, avec Franz, on était à l'université et on travaillait sur des textes, des archives, des sources. Et puis, on connaissait rien au monde de l'édition du tout. Et on s'est dit, bon, c'est super, ces textes sont formidables, on va les faire traduire dans une dimension qui prenne en compte la dimension littéraire du texte. On va les encadrer avec une petite introduction qui permette de les contextualiser. Éventuellement, on mettra un texte derrière en postface pour élargir la vision du texte. Donc on va écrire à toutes les maisons d'édition en France et on va devenir directeur de collection d'un truc absolument formidable qui seront des sources comme ça. Là. Bon, en fait... on n'a pas eu de réponse. On a eu une ou deux qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça très intéressant et qui nous remerciaient de les avoir sollicités. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis donc on s'est dit, puisque c'est comme ça, on va le faire nous-mêmes. Et on l'a fait nous-mêmes. Et en fait, cette histoire, votre histoire, c'est un peu l'histoire de gens qui auraient rencontré les gens qu'on aurait voulu rencontrer il y a 25 ans. Bon, on ne serait pas là, donc du coup, vous ne nous auriez pas rencontré. Voilà. C'est une dystopie, mais en tous les cas, c'est assez amusant de voir se dérouler et comment ce schéma, finalement, se représente 25 ans plus tard. Et puis, effectivement, déjà, là, on était sensible à cette idée et la manière dont elle était venue. Et puis bon, je pense que vous n'êtes pas venu nous voir par hasard. C'est pas uniquement parce que c'est la proximité géographique et que Toulouse-Groyer, c'est pas loin. C'est parce que je crois que vous aviez aussi vu ce que c'était que le catalogue et que la sensibilité, enfin en tous les cas cette vision-là que vous défendez, vous l'avez retrouvée chez nous. Et tu parlais de l'histoire à venir. Et je pense qu'effectivement, cette idée, parce que les sources qu'on édite dans la collection qui s'appelle Famagouste, ce sont les mêmes types de sources. Alors, c'est des sources entières, hein, c'est des textes entiers, mais souvent, c'est des one-shots de personnes qui n'ont écrit qu'un texte dans leur vie, parce qu'ils ont été confrontés à un événement qui fait qu'il y a eu un besoin impératif d'écrire, ou une intention d'écriture qui peut être politique, enfin, qui peut être motivée par tout un tas de raisons, mais en tous les cas, ce sont souvent des textes uniques. Voilà. Et donc, cette idée... par un document d'exception, mais qui a aussi une dimension qui est abordable. Hein, c'est pas uniquement il y a aussi des gens qui ont écrit que des registres dans leur vie. C'est pas absolument excitant et indispensable de les traduire. Mais voilà, quand ça peut être un récit de vie de mercenaire, quand ça peut être une ambassade, et qu'il y a cette dimension littéraire
À ce moment-là, on se lance dedans et ça permet ce dont on va parler là, c'est-à-dire par touche, de donner de l'épaisseur à une histoire qui souvent peut être alors soit des essais théoriques, et c'est très bien, soit des biographies de grands noms, mais finalement, qu'est-ce que ces biographies disent du quotidien de la majeure partie des individus qui vivent cette époque-là. Voilà, donc effectivement, quand est arrivée votre proposition, elle tombait sous le sens. Et juste pour compléter, en fait, la discussion qu'on a eue avec Anacarsis, elle nous a permis aussi, nous, d'affiner notre projet, mais au final, elle a réussi à nous permettre de faire vraiment ce qu'on voulait depuis le départ, c'est-à-dire, enfin, pouvoir lire, éditer des livres qu'on avait envie de lire, en fait. Moi, j'avais envie de lire l'histoire construite, rédigée par les autres chercheurs, celles qui nous racontaient comme ça tout le temps un peu. Et ça a permis enfin, voilà, ça a pu naître parce qu'on a fait ce pari d'une histoire à vue d'homme, d'une histoire qui fonctionne en série, en fait. La collection permet cette idée aussi d'une espèce de récit historique pointilliste. C'est-à-dire par l'accumulation de petites histoires. Alors, il n'y a pas d'histoire petite, en fait, hein, c'est une mauvaise expression de ma part, parce que toute histoire est intéressante. Quand elle réussit, en fait, à défracter un monde, quand elle réussit à nous parler, là, sur Alvise Mocenigo, on nous parle d'Alvise, mais on nous parle de Venise au XVIe siècle, parce qu'il est le produit de Venise au XVIe siècle. Mais ça, on pourra le comprendre et on pourra avoir cette profondeur historique par la série, par la collection, en cumulant en fait toutes ces petites histoires. À partir d'une idée, comment est-ce que vous en êtes venu à des livres ? C'est-à-dire qu'on comprend l'idée, mais Arlette Farge avait fait des livres avec des très courtes sources ou archives qu'elle publiait sur une page à chaque fois avec un paragraphe de commentaires. Là, on sent, en tout cas sur les deux premiers, qu'il y a une unité de ton et voilà, de maquettes. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, alors il va falloir que ça fasse 120 pages, on va prendre des historiennes qui viennent plutôt de tel et tel labo, ou on va prendre des copains ? Est-ce que ce sont des personnages que vous suivez chacun depuis très longtemps ? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben, je vais, là, il y a quelqu'un, et puis je vais essayer de tirer le truc et de voir jusqu'où ça mène sur la construction des différents livres, et donc le projet intellectuel. Comment est-ce que vous l'avez précisé ? En fait, ça a été assez simple au départ, parce que quand on a commencé à sonder, donc à l'origine, on est un petit groupe, on est 6 chercheurs, hein, et on a commencé à sonder les copains, comme tu dis, et tous, on dit « Ah, mais moi, j'ai qui tu veux. Moi, j'en ai un. Et quand ils nous racontaient celui qu'il avait, on s'est rendu compte que la construction de leur histoire, à ces personnages, elle se faisait pas... c'est pas Carlo Ginzburg avec le fromage et les verres. C'est-à-dire, c'est pas un document d'exception qui va certes nous parler d'un meunier frioulant du XVIe siècle, mais il y a quand même le document d'exception. Et là, la démarche, elle a même été, en fait, de prendre que des personnages qui n'ont pas de documents, ou quasiment pas. C'est des mentions comme ça, c'est quelque chose de très léger. Tu parlais de traces, hein. C'est des traces très, très fines. Et donc, en fait, le choix, c'est d'abord ça, c'est-à-dire des gens qu'on a croisés tous 10 fois, 100 fois, parfois 1000 fois dans notre carrière, qu'on connaît, mais qu'on connaît que par des toutes petites touches documentaires. Et là, on a clairement l'occasion de regrouper ces touches documentaires et de voir la vie se mettre en place. Et c'était ça, en fait, scientifiquement, la démarche. Et on a été très, très surpris de voir le nombre de chercheurs qui ont dans leur dossier cet amoncellement. Là, par exemple, dans l'équipe scientifique, il y a Philippe Bernardi, qui est donc médiéviste, spécialiste des chantiers à Avignon, qui suit un maçon italien migrant en Avignon, et il avait 450 petites références.
Et là, d'un coup, il a l'occasion de mettre les 450 références en perspective, et paf, ça va être la vie d'Avignon et les liens avec l'Italie et le commerce du bois et tout ça qui va apparaître. Donc le projet scientifique, c'est d'abord ça, quelque chose de très très léger, une vie d'une personne qu'on pourrait rencontrer dans la rue si on vivait à cette époque-là. Et donc on avait voulu que ces vies légères produisent des textes légers au sens des textes où on va se débarrasser de la carcasse imposée par notre monde académique, les notes de bas de page, l'appareil critique, etc. Notre expérience nous permet d'écrire en se débarrassant un peu de tout ça. Et donc à Anacarsis, ils ont bien voulu jouer le jeu de cette légèreté de ton. Oui, alors c'est... Parce que je reviens à ce qui a été, ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire permettre avec Anacarsis aux gens, au grand public, de rentrer en histoire par le document et par la source. Voilà. Et voilà. Et après, voir, en ayant le choix, du plaisir de la lecture, ou celui de voir ce que c'est qu'un document, et à partir de là, s'intéresser, creuser. Il y a l'introduction, il y a le contexte, etc. Donc donner un espèce de choix de lecture qui permette, voilà, au lecteur une certaine liberté. Mais quand on a décidé de faire ce texte, alors je ne sais pas ce que tu veux dire par léger, enfin j'entends ce que tu veux dire par léger, mais pour moi il y a une grande rigueur scientifique. Voilà. Et c'est ça qu'il s'agit de montrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la légitimité du chercheur, elle est posée par la rigueur de son travail. Et ça, c'est à chaque fois avec aussi la nécessité d'une attention à l'écriture. On se rappelle du Dimanche de Bouvines, voilà, qui a été une espèce de révolution au moment où il est sorti, parce qu'il y avait ça. Il y avait une dynamique, un fil narratif, et en même temps, il n'y avait rien qui venait... tout était vérifiable, contrôlable, voilà, tout était scientifiquement... Et moi, ça m'amuse parce qu'en préparant, là, je relisais le premier édito de l'Histoire à venir. Et moi, je ne résiste pas à l'idée de vous lire ça, parce qu'on avait fait un premier... le premier thème, c'était du silex au big data, et ça traitait des sources, et des traces, et tout ça. Et ce qu'on avait écrit, c'était ainsi... de la préhistoire à l'ère numérique, quelles sont les données à notre disposition, comment devons-nous et pouvons-nous les utiliser, leur accumulation dans d'immenses proportions transforme-t-elle fondamentalement ce qu'elles sont. Les chercheurs ont fait de ces questions le fondement même de leur métier, de la découverte et de la collecte des traces du passé à leur mise en récit. Ils ordonnent, comparent, croisent, relient, doutent et imaginent pour élaborer des savoirs. Des débats animent la communauté scientifique dont il s'agira de rendre compte tout en mettant en commun les cheminements et les raisonnements pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et celui que nous voulons construire. Moi, il me semble que ce que propose la collection, c'est ça. C'est ça, mais avec cette forme particulière qui rend ces textes accessible à le plus grand nombre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le grand public, mais en tout cas, le plus grand nombre. Et dans ce projet-là, il y a une dimension politique qui est de permettre aux gens de rentrer en lien avec ce que c'est qu'une parole scientifique, qu'un savoir historique. L'histoire, c'est quand même un outil, tout le monde utilise l'histoire pour justifier de ses propos. À un moment donné, il y a une possibilité de dire cette parole, elle a une valeur, et l'autre, elle n'en a pas. Voilà. Et en fait, c'est ce type de travail qu'on fait, et je pense que cette collection, c'est ce qu'on a voulu faire avec un supplément qui est, finalement, quand on parle et quand on fait des biographies de personnes illustres, voilà, le monde dans lequel ils gravitent, c'est le monde des personnes illustres.
Et le monde des personnes illustres, c'est ni le vôtre, ni le mien. Voilà. Et en fait, sociologiquement parlant, c'est quand même extrêmement maigre. Alors que ce qui est proposé ici, c'est de rentrer en contact avec... Alors, il y a toujours une altérité, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas le même monde, mais avec voilà, des gens qui vivaient dans un univers social vaste, complexe, et qui correspond, qui pourrait être, en tous les cas, ce qui correspondrait le plus à notre quotidien à nous, quoi. Et là, je pense qu'il y a un enjeu. Voilà. Parce que finalement, je finis après, mais parce qu'aujourd'hui, le discours, et on a des exemples absolument insupportables de personnes qui racontent leur petite expérience de prisonnier. Moi, je trouve ça obscène. Et en fait, on continue à vouloir nous servir quelque chose qui serait vertical et où cette vie des autres, là, serait ce à quoi il faudrait qu'on aspire. Ça ne marche pas. Voilà. On reviendra sur cette question de raconter les vies des grands hommes ou des petits hommes. Je sais pas, on sait pas comment dire. Une fois, pendant une rencontre, j'ai eu le malheur de remercier les petites mains qui permettaient le fonctionnement du festival. Je me suis fait houspiller assez terriblement. Pour moi, c'est un terme complètement très bienveillant. Puis je me retrouve complètement là-dedans, mais ça a été vécu de manière très blessante par une personne qui était dans le public. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur cette question, mais peut-être tu as commencé à en parler notamment avec l'édito de l'Histoire à venir sur la question de la mise en récit. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a des vies, des gens, qui à un moment se transforment en archives historiques et qu'il faut retransformer en récits de vie, sauf qu'on a perdu la parole. On a perdu leur parole. Alors Alvis, on a quelques lettres qu'il a écrites, mais n'empêche qu'on ne sait pas ce qu'ils pensaient, ce qu'ils imaginaient, la manière dont ils s'exprimaient. Nous, dans les rayons de la librairie, c'est assez vite vu, c'est-à-dire quand on a des biographies, on les ouvre. S'il y a des dialogues, ça part en littérature directe. Parce qu'un historien qui reproduirait des dialogues auxquels il n'a pas assisté, c'est qu'il invente. C'est-à-dire, est-ce que l'historien doit quelque part remplir les trous en inventant, ou voilà, comment redonner de la chair et accepter que peut-être la personne qu'on décrit est potentiellement un peu éloignée de son propre vécu? Alors, de toute façon, l'exercice qu'on s'est imposé là a quand même un socle qui est clair, c'est que plus vous êtes haut dans une espèce de stratification sociale, bon, je dis stratification pour dire quelque chose, mais plus vous allez rencontrer des personnages qui produisent de l'écrit et on produit de l'écrit sur eux. Okay. Et puis vous allez aller dans des strates plus familières, ordinaires, populaires, appelez ça comme vous voulez, moins il y aura de production d'écrits, et évidemment, moins on écrira sur eux. Donc ça, c'est déjà la chose avec laquelle il faut qu'on fasse. Ensuite, comme on le disait il y a quelques minutes, tous les chercheurs qui écrivent, qui ont écrit et qui sont en train d'écrire pour la collection, sont des chercheurs qui ont pu commencer à envisager ces biographies parce qu'ils fréquentaient ces personnages, ils fréquentaient leur contexte historique, leur environnement, leur monde depuis très longtemps. Ce sont des spécialistes de Venise, ce sont des spécialistes de... Et donc, sans rentrer dans l'invention totale et fictive d'un dialogue qui, pour des raisons narratives, évidemment, serait un moment de... pour donner un petit peu au texte une envolée, ce sont des scientifiques et la science, elle se fait par l'expérience. Et l'expérience de l'archive, l'expérience du monde que l'on connaît, parce que c'est notre terrain depuis des années, nous permet de proposer des petites pastilles qui vont permettre de gommer les creux que la documentation nous impose. Donc, ce n'est pas de l'histoire-fiction, c'est juste de l'histoire avec, au milieu, quelques hypothèses, mais qui sont des hypothèses réalistes au sens où on a peut-être pu les voir dans d'autres cas. C'est des choses qui ne sont pas forcément aberrantes, forcément complètement issues de notre imaginaire. Comme
le propre de toute démarche scientifique. C'est-à-dire, quelque chose qui pourrait pas être invalidé, ou jamais invalidé, plus exactement. Voilà, on est dans autre chose. Mais du coup, on avait dit que je me propose de lire un petit extrait parce que je crois que ça permet de voir à quel moment on utilise la source, à quel moment on est dans quelque chose qui est plus ou moins avéré, à quel moment on met cette gommette où on fait ce pont qui permet de construire ou d'imaginer la vie d'Alexandrine, ou en tous les cas les bases de sa naissance, et de sa naissance, de sa vie, etc. Et puis, et ça, je trouve que ça, c'est très bien montré dans cet extrait-là, qui est le début. Puis peut-être après, on verra aussi comment ça marche. Et puis on voit aussi à quel point la question de notre rapport au monde qui est le nôtre aujourd'hui peut se retrouver inopinément au croisement avec un texte ou avec un livre. À Marseille, tous les immeubles de la rue d'Aubagne ne s'effondrent pas. Il arrive qu'on les démolisse avant que leur plancher ne cède sous le poids des ans. Ainsi en est-il d'un petit immeuble qui, à l'orée du XIXe siècle, s'élevait dans la partie basse de la rue et portait le numéro 28. C'est en vain qu'on le chercherait aujourd'hui. Il a vraisemblablement été abattu sous le Second Empire. Sa parcelle, d'une superficie de 40 mètres carrés, a été réunie à celle de l'immeuble mitoyen, le numéro 26, afin d'édifier une maison de rapport de belles dimensions, percée de 6 fenêtres à chaque étage. En 1827, cet immeuble appartient depuis 15 ans à un nommé Guérin, tailleur d'habits. Dans la nuit du 17 au 18 mars de cette année, une jeune femme de 24 ans, Thérésine Chou, y met au monde une fille que la sage-femme, établie dans la maison d'en face, déclare le lendemain à l'état civil. L'acte de naissance ne donne aucune indication sur le père, dont l'identité est inconnue. Sans doute, l'irrégularité de cette naissance a-t-elle contribué à ce que l'on diffère le baptême de l'enfant, présenté 3 jours plus tard au vicaire de l'église de la Sainte Trinité, située dans le voisinage de la rue d'Aubagne. La petite Bastienne, Alexandrine, fille de Thérèse Marguerite Chou, est alors portée sur les fonds baptismaux par Charles-Joseph Moulin, professeur de musique, et par Bastienne Dumont. On ignore tout de cette marraine, une demoiselle, qui, tout en s'abstenant de signer le registre par indisposition, n'en transmet pas moins à sa filleule son prénom, alors fort peu en usage, bien que porté par des héroïnes de plusieurs œuvres lyriques du siècle des Lumières. Mademoiselle Dumont a peut-être fait œuvre de charité en endossant un rôle qui n'était pas que de circonstance à cette époque, rue de la 2e Calade. Ainsi nommait-on les voies très escarpées qui caractérisent cette partie de la ville. Et je continue un petit peu plus loin. Il est probable que la mère... La rue d'Aubagne est alors à la lisière de plusieurs univers sociaux. Bordée dans sa partie basse par le Marseille dit de Rive-Neuve, fruit de l'agrandissement de la cité phocéenne au XVIIIe siècle, avec ses voies régulières le long desquelles la bourgeoisie négociante s'est fait construire des hôtels particuliers à la mesure de ses succès économiques, la rue d'Aubagne demeure un axe de sortie de ville où fleurissent fabriques et ateliers. Depuis l'Empire, à proximité immédiate de la maison où est née Alexandrine, c'est par ce seul prénom qu'elle est ordinairement désignée, se trouve une grande halle qui se distingue par ses colonnes d'ordre toscan et porte le nom du préfet Delacroix, père du peintre, en poste dans les Bouches-du-Rhône entre 1800 et 1803. On peut continuer comme ça, mais ce que je trouve et qu'on voit tout de suite dans cet extrait, c'est l'alternance entre des choses qui sont directement issues des sources, la date de naissance, le lieu, les numéros, l'agrandissement de ce bâtiment, le nom d'un certain nombre de personnes, et puis des suppositions sur cette dame. Alors, indisposition, c'est quelque chose qui est sur le document, mais
Bon, l'idée qu'en fait, elles se mettent en indisposition, parce que, effectivement, c'est la mère d'Alexandrine est une fille-mère, et que donc, bon, on rend service, mais en même temps, voilà, on n'a pas forcément envie que ce soit trop marqué. Et puis la connaissance de l'historien qui fait qu'à un moment donné, il peut décrire l'ensemble de ce qui se de cette ville de Marseille à ce moment-là, les rues, sa construction, des personnages plus ou moins célèbres qui ont pu arrêter. Voilà. Tout de suite, il y a une épaisseur. Il y a à la fois le lien entre cette personne inconnue et puis toute l'épaisseur du siècle dans lequel la chose se passe. Et bon, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir quand on lit une biographie d'homme illustre. Et si je peux me permettre de compléter, en fait, ces biographies, elles bénéficient vraiment de la rencontre avec l'historien, hein, qui va leur donner vie. Et donc, tant qu'à lire quelques extraits, je voudrais lire l'entrée vraiment la mise en bouche, hein, de l'opus sur Alvise Mocenigo, qui raconte en fait la rencontre entre Philippe Bronstein, l'auteur, et son personnage. Aux archives de Venise, un carton arrive sur ma table. Ouvert, il renferme d'abord la fiche des lecteurs qui l'ont déjà consulté. Je vois le nom d'un célèbre historien, Fernand Braudel, inscrit 10 ans auparavant. Que cherchait-il ? Les documents sont là, beaucoup plus anciens que le carton. Ce sont des reliques, c'est-à-dire des restes, maintes fois manipulés, regardés par des prédécesseurs qui cherchaient autre chose et les ont rapidement remis en place. Est-ce là que Fernand Braudel a trouvé cette mention des Fugger à Venise, dont il a fait état quelque part dans une note d'un de ses livres ? Quand je lui ai demandé s'il avait, au cours de ses recherches dans les archives de Venise, découvert des traces de la présence des Fugger dans la ville, il me cite cette simple mention. Si le maître n'a rien trouvé de plus, j'en déduis que seul le hasard peut me mettre sur la piste de documents relatifs à cette puissante maison d'affaires allemande dont les bureaux étaient au premier étage à l'angle droit du Fondaco dei Tedeschi. Quand je passe devant l'édifice, je lève la tête vers cette pièce d'angle dont le mobilier a fait l'objet d'une publication érudite au XIXe siècle. C'est là que le représentant de la maison Fugger à Venise, Matthäus Schwartz, faisait les comptes dans les livres, aujourd'hui disparus, mais qui lui ont servi de modèle pour écrire un fameux traité de comptabilité en partie double. Travaillant sur la présence allemande à Venise au XVe siècle, je cherche sans relâche dans les inventaires des fonds d'archives une indication, notée un jour par un archiviste, sur d'éventuels documents relatifs à des Allemands, de l'homme d'affaires au gagne petit. La chance me sourit lorsque je tombe sous les 4 cartons renfermant les dossiers de Michele Foscari, un homme d'affaires et de gouvernement mort en 1506. L'un des cartons contient des comptes établis au crédit du défunt, sommes à récupérer sur des clients allemands, et voici qu'apparaît le nom des Fugger. L'enquête dans ces papiers du début du XVIe débute avec un entrain conquérant et se révèle fructueuse. Je découvre un paquet de lettres adressées à Michele Foscari par son gendre, Alvise Mocenigo, qui d'Allemagne, où il est en mission, note tout ce qu'il apprend sur l'arrivée des caravelles portugaises à Anvers et le marché du poivre. Une 50aine de lettres sur de petits feuillets jaunis, partis d'Augsbourg ou d'Innsbruck, vers le domicile vénitien, puis Padouan, de Michele Foscari, rassemblés par une archiviste que je connais, dans une enveloppe commune, endormie dans ce carton que je suis le premier à rouvrir. Je vous passe quelques lignes. Par-delà les relations de famille ou d'ambassade, j'ai découvert une écriture et une voix. Il ne manque que le portrait de cet ami, Alvise Mocenigo, du XVe siècle. J'évoquais la mise en récit tout à l'heure, sur 2 textes qui sont quand même assez différents, en tout cas qui utilisent des sources très, très différentes. Alors, je vais moi-même, si vous l'autorisez, lire un petit passage du Alvise Mocenigo, qui en fait est donc un diplomate vénitien qui voyage beaucoup, qui a une correspondance diplomatique, et donc on a beaucoup de ses impressions, notamment
ce passage sur ses relations avec l'empereur Maximilien Ier. Dans ses lettres privées, dans quelques passages de ses missives résumées par Sanudo, Alvise Mocenigo évoque ses rapports personnels avec le souverain, heureux dans cette première ambassade de sa carrière d'être considéré et désireux de le faire savoir à Venise. Il écrit à son beau-père : « J'ai été accueilli avec le plus grand soin, et je sais que je suis bien vu du roi. Dites au Fondaco combien je l'apprécie, parce que tout lui est finalement rapporté. Sachez qu'à d'autres ambassadeurs, le roi dit « Vous ferez cela ». À moi, il indique les motifs de ses instructions. Effectivement, Maximilien Ier le reçoit dans ses appartements privés, l'invite à voir voler ses faucons et à cette occasion lui apprend les articles de la Ligue conclus avec les Anglais. Il lui offre les produits de sa chasse et de sa pêche, alors qu'il ne donne rien aux ambassadeurs espagnols. Il lui fait l'honneur de le faire chevaucher à ses côtés en lui expliquant la place qui lui est offerte dans les cérémonies publiques, tout en lui donnant des nouvelles des affaires de Hongrie, qu'Alvise Mocenigo n'entend pas à cause de la sonnerie des trompettes. On l'entend, sa voix, quand même, là-dedans, et très fortement, notamment plutôt dans sa correspondance diplomatique que dans la correspondance commerciale. Au début, il vend notamment des épices. Il y a toute cette Venise qu'on connaît quand même assez bien, qui est le centre commercial de première importance. Mais alors, moi, en tant que lecteur, j'ai été plus surpris par l'histoire d'Alexandrine Flotte, ou en tout cas par la manière d'exploiter les archives. J'aurais pas pensé qu'on puisse sortir autant de choses, d'actes de propriété, d'actes de mariage, de baptême, finalement d'un procès qui a la fin de sa vie. Je sais pas, Charles-Henri, si tu veux développer un petit peu le genre de sources qui sont utilisées. Ah oui, alors d'abord peut-être aussi parler quand même de la collection dans sa facture. On a vraiment voulu faire en sorte que, en dehors de la question du récit, le lecteur il est axé donc aux sources à partir desquelles les gens. Alors il n'y a pas tout, mais en tous les cas, il y a à chaque fois la partie que je vous ai lue au début. Eh bien la question de cette marraine qui refuse de s'identifier, enfin de s'identifier, en tous les cas oui c'est ça, de s'identifier. Elle met, elle signe pas donc sur le document, et dessus il y a marqué, sur le document il y a marqué par indisposition. Et donc voilà, tout au long du récit, sur la question de la ville et notamment des plans, voilà, on retrouve les plans. Donc en fait on fait cet aller-retour entre le texte, ce que la spéculation, l'hypothèse de l'historien quand la source n'est pas là, par le lien avec ce qu'il a pu imaginer, mais qui est validé par le travail voilà, qu'il a exécuté depuis plusieurs années. Mais en fait, moi, il y a un élément, parce que je pense que ça le montre bien, qui m'a vraiment... ça m'a bousculé, enfin, ça m'a profondément ému. Bon, il se trouve que par ailleurs, on travaille beaucoup sur la question coloniale, et notamment sur la Kanaki, et on parle beaucoup de ce que c'est qu'une colonisation de peuplement. Et là, Alexandrine, elle arrive en 1830, donc c'est la prise d'Alger, et donc il y a les premiers, voilà, les premiers Français qui commencent à arriver à Alger. Et puis ces premiers Français, ce sont des artisans. Alors, elle est lingère. Son mari va être, je crois, alors je sais plus s'il est maçon ou s'il est charpentier. Enfin voilà, et elle est dans tout ce petit monde-là des artisans. Et puis une des premières lois qui va se produire, c'est on va chasser les Arabes de la Médina. Et comme on le sait, c'est-à-dire que tout ce parc immobilier est racheté. La plupart du temps, il est racheté par des grands bourgeois, y compris souvent même par des députés, parce que bon, c'est quand même plus pratique d'avoir l'information. Et après, ces lieux-là, il faut les réparer, il faut les entretenir. Et en fait, tout ce
tous ces gens qui sont arrivés à Alger, qui sont souvent arrivés pour des raisons économiques, eh ben, ils sont sollicités pour aller, en tant qu'immigrés, pour aller réparer les maisons, les mettre en état. Et puis la plupart du temps, c'est eux qui les habitent parce qu'ils vont les louer. Et c'est là qu'on voit comment, par le menu, par le bas, se crée ce lien vraiment organique entre ce pays, ce lieu dans lequel ces gens qui n'ont rien viennent d'arriver, et comment, voilà, petit à petit, les attaches s'y font. Parce qu'en fait, voilà, ils arrivent là-bas et je crois que les ponts qui sont derrière eux, ils les coupent. Et c'est vraiment, on comprend les drames qui se jouent par la suite. Voilà. Et ça, on le comprend parce qu'on y est presque lié viscéralement à la lecture de ces textes-là. Et voilà, je pense que ce sont des lectures, des regards, des pénétrations qui permettent de comprendre des choses de manière un petit peu plus, moi je dirais, organique. Voilà. On voit bien qu'il y a un livre qui nécessite une administration, d'une certaine manière, ou une écriture administrative, un autre, une écriture épistolaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer des passantes de personnes qui n'écrivent pas, voire de sociétés sans écriture? Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de voir, en fait, c'est l'histoire comme science des gens qui agissent. Et les gens qui agissent, ils laissent une trace. Alors, c'est une trace archéologique, ça va être un signe. Moi, personnellement, je travaille sur les chantiers, les ouvriers au Moyen-Âge. La majorité était illettrée, et des traces, on en a, parce qu'il y a un autre encodage possible. Donc oui, on peut tout à fait imaginer des passantes, par exemple, à partir de dossiers archéologiques. On a aussi en projet un opus sur de l'Antiquité romaine, où en fait, on voit bien que là, encore une fois, entre la stratification sociale et la distance temporelle, il y a la majorité de la population qui nous échappe. Mais pour autant, c'est des portraits en creux que l'on peut faire. Et je pense qu'on peut réellement, dans ce format-là, nous permettre de se faire s'exprimer en fait la science historique, au sens où on peut tester des possibles, voir si ça marche pas, parce que le format permet en fait de pousser un petit peu la réflexion jusqu'à la limite de l'oralité, et d'entendre des voix peut-être un peu distantes, mais qui sont là. Alors, je réponds à la question que tu posais précédemment quand je me suis exprimé sur la question de la Médina d'Alger. En fait, on voit très bien que le texte, essentiellement, il y a Alexandrine, elle n'écrit pas, il n'y a pas de correspondance. Et en fait, on imagine quelle est l'ascension sociale, ou en tous les cas, tous les allers-retours, ou toutes les vicissitudes de l'existence qui existent, notamment en lisant ou en étudiant quelque chose qui, de prime abord, n'invite pas à la poésie. C'est un registre notarial qui fait l'inventaire des meubles à un moment d'une vente. Et quand on peut comparer avec 2 ou 3 inventaires à plusieurs années d'intervalle, on voit et on arrive et on peut imaginer, parce que la personne a travaillé, connaît le milieu, etc., que ça correspond à une ascension. Et on peut le voir parce qu'il va acheter un commerce en même temps à un moment, et puis il va le vendre, et puis parallèlement, on a ce registre où il y a un inventaire des meubles, et puis on a le registre 10 ans plus tard où il y a un autre inventaire des meubles. On voit ce qui a disparu de l'un à l'autre, et on voit notamment les maisons dans lesquelles ils habitent. Et donc on imagine un parcours qui est en lien avec une réussite sociale, et qu'on peut mettre parfois en lien, là je trouve ça assez étonnant, parce qu'on est donc juste, voilà, la période napoléonienne est encore très très présente, on revient un petit peu en arrière sur un certain nombre de personnages et d'alliances matrimoniales entre des parvenus de la Révolution et de l'Empire, et puis à un moment donné ça se passe moins bien forcément, là on est en 1827, et donc on peut faire le lien entre
ses parcours de vie, ses aléas sociaux, l'environnement historique dans lequel ça se passe, le parcours des individus. Voilà, vraiment, c'est une histoire en chair. Et je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a vraiment eu envie d'aller dans ce sens-là. Et les projets qui sont en préparation, vous avez la possibilité d'en évoquer certains, ou même de manière extrêmement floue. Je ne sais pas si vous avez des choses déjà vues, qu'on puisse nous-mêmes voir si ça correspond bien à ce qu'ils nous ont promis pendant leur passé. Voir si on ne ment pas. Donc oui, là, on a 2 manuscrits qui viennent d'arriver sur un armateur du XVIIIe siècle, sur un petit marchand de Prato du XVIe siècle, et puis ensuite on partira plutôt vers un sculpteur dont le nom a été longtemps perdu. Ensuite on partira au XVIIe siècle sur une missionnaire. Et puis on a d'autres projets, y compris un projet d'un inconnu. Un inconnu des marches. C'est-à-dire qu'on a de la documentation qui parle de quelqu'un dont on n'a jamais le nom. Donc là, on est dans un défi ultime à voir. Et puis bon, il y en a d'autres, mais bon, on va voir comment la collection évolue. Non, bah, T'as rien à ajouter déjà, moi, je voulais pas qu'on en parle. Alors, donc, non, parce que du coup, cette partie-là sera pas enregistrée, là, parce que... Bon, très bien. Et alors, plus sur l'aspect technique de fabrication du livre, ça restera avec ces mêmes feutrines en couverture. Et à l'intérieur, il y a effectivement énormément de documents, donc des plans dont tu parlais, qui sont des plans qui correspondent aux époques, bien entendu, où se sont passés les événements, mais il y a aussi systématiquement des reproductions, des images, des signatures des personnes, ce que je trouve très très beau. C'est étonnant, mais il y a vraiment une espèce d'émotion de voir la signature et aussi ses évolutions dans le temps. Ça restera selon les mêmes principes d'inscription des sources à l'intérieur? Oui, bien sûr. Après, ça dépend de ce qu'on possède, c'est toujours pareil. Mais oui, vraiment cette idée, je crois, qui est intéressante, hein, d'une incarnation, elle va rester. Parce qu'on essaye d'être au plus proche véritablement du monde dans lequel les individus gravitent. Moi, j'ai une question très... Ah non, on va... Peut-être qu'on va poser des questions publiques, mais moi, alors, ça t'intrigue pas le nom de la collection? Eh ben non, pas du tout. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient, mais ça m'a paru très évident. Mais maintenant que tu me poses la question, c'est vrai que je me retrouve un peu en défaut parce que ça ne m'a pas du tout interrogé. Ça me paraissait être le bon nom. Ouais, je suis un peu... Ça vient d'où alors? Alors, d'où ça vient? Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a proposé. Alors, à chaque fois, on se pose plein de questions quand on lance des collections. Là, il y en a une qui m'amuse beaucoup, c'est on a lancé une collection de poches. Au début, quand on était avec Franz et moi, on s'est réunis tous les deux, on a réfléchi. Puis on est arrivés tout fiers. À l'époque, il y avait une traductrice et puis il y avait Cécile, qui est maintenant... Maintenant, Cécile, elle fait partie de la maison d'édition, on n'est pas 2, on est 3. Et on arrive, on était tout fiers, on va l'appeler Perles, les perles d'Anacarsis. Elles nous ont regardé, mais n'importe quoi. Les perles, et puis quoi encore, voilà. Et elles ont dit, il faut l'appeler Griffe. Tu vois, ça correspond quand même vachement plus. Griffe, il y a une espèce de truc un peu mordant, perle, voilà. Tu vas enfiler des perles, et puis c'est tout ce que tu vas faire. Voilà. Et donc c'était vraiment très drôle. Et donc nous à chercher, effectivement, c'est toujours un moment particulier parce qu'en fait, ça détermine plein de choses. Un nom de collection, ça détermine l'orientation qu'on veut lui donner. Il faut que ce soit, voilà, il faut.
Et c'est vrai que, bon, il y avait effectivement la chanson de Brassens, mais... et ça correspond aussi à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des questions de genre, d'égalité, etc. Bon, la langue, et puis des problématiques que pose la langue c'est aussi cette dimension-là du masculin qui l'emporte sur le féminin, enfin, etc. Cette dimension de domination qu'a la langue aussi. Et donc on s'est dit, on pourrait l'appeler les passants pour dire la foule. On va l'appeler les passantes, parce que finalement la foule elle est composée autant d'hommes que de femmes. Donc on va jouer à inverser cette vision. Voilà. Et donc on l'a proposé. Alors moi la question que je pose, c'était quoi la réaction ? On a eu la réaction une fois que ça a été concerté, mais entre vous on n'a rien compris. Non, parce que, alors voilà, nous on est chercheurs, c'est vrai que de ce côté-là on a été nuls. Nous on a fait des propositions qui étaient pathétiques en fait. Clair-obscur, photomaton, enfin... Bon, on n'était pas fait pour ça. Chacun son métier, c'est pas le nôtre. Et quand ils nous ont dit les passantes, il y a eu une espèce de calme. Et puis petit à petit, ça s'est construit. C'est les vies qui passent, c'est ces parcours-là, c'est ces regards-là. Et maintenant, ça a fait sens. Ça fait sens et on comprend voilà, évidemment. Et quand on en parle aux auteurs, d'ailleurs, il n'y a jamais de discussion sur le nom de la collection. Donc en fait, en effet, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire oui, en effet, pourquoi pas, et c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Puisqu'on ne peut pas entendre un nom sans avoir une idée derrière, donc j'avais effectivement la référence à Brassens, et je me suis dit, c'est une collection sur des paroles de femmes. Et grande déception, le premier titre, c'est un homme. Donc bon, c'est ce qu'on a dans la tête en lisant. Voilà, l'explication est donnée. Et du coup, je pense immédiatement à une autre référence sur le mot passant. C'est un ordre de l'évangile de Thomas, qui est un évangile gnostique, qui dit « soyez passants ». C'est-à-dire, n'encombrez pas le monde avec vos histoires, mais en même temps, il faut quand même les exhumer, oui. Moi, j'ai pensé sans arrêt au livre de Corbin, c'est-à-dire, voilà, comment de rien, on fait une vie. Et là, on a un peu plus que rien, quand même. On a... et vous donnez les archives, enfin les sources, donc voilà. Enfin, personnellement, je suis impatient de voir la collection de ces vies qui ressurgissent, hein, parce que vous êtes entre Corbin, c'est-à-dire celui dont on ne sait rien, mais dont un expert, un virtuose absolu va faire un livre, et la biographie. Oui, la biographie, finalement. Voilà. Mais bon, l'idée est très belle. Un peu dans le même sens, comme les deux premiers volumes, c'est un homme et une femme. Je me demandais si vous alliez être sensible à ça dans le rythme des parutions et qu'est-ce que vous alliez alterner un homme et une femme. Et en fait, vous avez déjà répondu un peu à la question en disant que là, dans les projets, on entend, il y a une missionnaire, je crois, mais sinon, c'est quand même plutôt des hommes. Et dans cette idée d'exhumer justement des vies ordinaires ou qui vont être... pas mise sur le devant de la scène habituellement, ce serait bien qu'il y ait pas mal de femmes, évidemment. Alors, nous, on n'est pas responsables. Parce qu'il y a des directeurs de collection, mais c'est vrai que ça nous a tout de suite frappé. Et non plus, c'est pas un hasard si dans les sources elles-mêmes, cette question-là, quand on cherche, la majeure partie, la plus grande partie, ce sont des traces laissées par des hommes pour les hommes, ou alors il faut aller dans des trucs tout à fait particuliers, on tombe sur des prostituées, c'est toujours... Donc ça, c'est déjà complexe. Et après, il y a une autre complexité, et là je renvoie directement au directeur de collection, c'est que c'est pas nous qui avons décidé de qui écrivait. Et il y a les historiens, et là, et c'est absolument honteux, mais je vous ferai remarquer que les deux premiers sont des livres écrits par des hommes. Et alors ?
après, on a fait notre boulot et on a cherché les collègues femmes et qui écrivent et qui. Mais on a eu conscience de ça et on a demandé. Vous avez des, voilà, ces vies-là de femmes, vous en avez? Ah non. Donc on en cherche maintenant, on en trouve. On va trouver en effet. Alors, mais ce qui est difficile, c'est qu'on a envie que les femmes soient dites par elles-mêmes, ou en tout cas ce soit leur vie. C'est-à-dire qu'on a des dossiers, on voudrait pousser des dossiers où c'est la femme qui apparaisse et pas au travers de son mari, de son fils, de son cousin, voilà. Et c'est compliqué. Mais on arrive à en trouver. On a aussi beaucoup joué sur, maintenant, on est beaucoup plus alerte sur les auteurs, hommes, femmes, etc. Parce qu'on s'est fait taper sur les doigts. Ça, c'est un fait. Mais après, il y a une autre contrainte, c'est la vitesse d'écriture de nos collègues. Et des fois, nous, on a prévu une femme comme prochaine autrice, et puis elle écrit moins vite que le collègue homme qui peut... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bloque? On attend? Enfin, voilà, il y a d'autres contraintes, mais on entend très, 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 très clairement la remarque. Non, moi je suis surpris par le format. Parce que moi aussi j'ai pensé à Corbin, évidemment, parce que je trouve que c'est effectivement la même démarche quelque part à l'origine. Et ce format très réduit, je me dis, enfin, c'est ça qui me surprend. Corbin, c'est quand même relativement épais, où je pense à un bouquin Joseph Cabri chez Anna Mosa, qui est quand même très épais, qui s'attache lui aussi à une vie d'un personnage. Et là je suis surpris parce que ce petit format, comment vous arrivez à le réduire finalement, à ne pas vous laisser emporter par, je sais pas, je sais pas, de la sociologie, par des études à la limite psychologiques ou je sais pas quoi, enfin, par rapport à ces personnages-là. Je trouve ça étonnant. Donc je suis assez curieux de le lire parce que je ne les ai pas lus. Et en les feuilletant, j'ai été surpris aussi par l'iconographie. Je trouve que c'est bien. Ça aussi, ça change des bouquins d'histoire où il n'y a que des notes en bas de page ou à la fin du volume. C'est bien, ça fait respirer le texte. En tout cas, en tant qu'éditeur et en tant qu'éditeur, en tant que personne, même en tant que citoyen, en tant que l'idée comment on partage les savoirs. Voilà. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, par exemple, et qui est une chose pour moi importante, c'est que finalement, je vais vous raconter une histoire toute bête. Hier, j'étais dans le train, et en face de moi, j'avais 5 gamins. Je revenais de Montpellier, j'avais 5 gamins. Je sais comment ils étaient habillés, je sais comment ils s'appelaient, et je sais de quelle école privée ils venaient. Et ils étaient là et ils se faisaient répéter, ils étaient super sympas, vraiment, ils étaient hyper agréables. Ils avaient entre, je sais pas, 12 et 14 ans et ils se racontaient leur histoire là. Donc c'était sur François Ier et puis Charles Quint, donc les dates 1515, blabla, Cambrai, maman. C'est effarant. C'est effarant, c'est-à-dire que ça fait aujourd'hui il y a eu une historiographie qui s'est développée, on a parlé de micro-histoire, on parle d'histoire par le bas, on parle de Corbin, et on a des gamins. Alors c'est orienté politiquement, on est bien d'accord, mais même aujourd'hui, enfin moi j'ai un peu enseigné en lycée agricole, finalement, toute cette matière, toute cette intelligence, tout ce qui s'est développé, comment elle arrive au grand public, comment cette manière d'étudier, de voir l'histoire, de la comprendre, comment ces nouvelles pistes, cette nouvelle manière de réfléchir, enfin, toute cette historiographie systématique, comment elle arrive au grand public. En fait, c'est fou. On se retrouve toujours avec, je sais pas, tout le monde a la larme à l'œil en entendant parler d'Alain Decaux. Enfin, c'est un peu dingue. Et du coup, on se fige. Et donc, l'idée, c'était aussi ça. C'est-à-dire que c'est des textes qui se veulent pas être pédagogiques, qui se veulent pas être didactiques, mais qui puissent permettre de manière agréable
à la fois de comprendre ce que c'est qu'une démarche scientifique, à la fois permettre de comprendre comment se fait l'histoire aujourd'hui et pourquoi. C'est quelquefois quelque chose est très pertinent et n'a pas besoin de changer ou de se transformer. Puis quelquefois, la transformation d'un regard, le décalage, une nouvelle manière de réfléchir, ça amène une compréhension supplémentaire. Et en fait, c'était ça l'idée. C'est-à-dire à la fois, et c'était aussi la partager à un public le plus vaste possible. Et donc, effectivement, il y a la question de la taille. Et puis, il y a la question des formats, il y a la question des sources. Comment on fait pour à la fois rendre une lecture agréable, pertinente, qui apporte des éléments nouveaux. C'était un petit peu toutes ces questions-là qu'on s'est posées. Et en fait, ça aboutit à ça. Sur ces questions-là, juste pour en parler en tant que libraire, on a depuis toujours un rayon de biographie et une table des nouveautés en biographie pour laquelle il faut se battre pour avoir des femmes présentées. Parce qu'en fait, la plupart des biographies qui paraissent sont des biographies d'hommes. Donc là, on est complètement dans les grands hommes, qui font l'histoire. Et le problème que j'ai, c'est que en me battant pour systématiquement avoir des femmes et des non-européens sur cette table, j'y mets des têtes couronnées. Parce que les femmes dont on fait les biographies, ce sont des reines ou ce sont les maîtresses des dictateurs. Donc il y a une espèce de réintroduction d'une forme d'élite sociale. Et pour moi, le début de cette collection, ça marque quand même un vrai pas en avant. Alors on va voir comment ça tient, la manière dont elle continue, dont elle prend sa place. Ça va être difficile à ranger parce que si je range à Flotte ou à Mocenigo, je suis sûr que plus personne n'ira les chercher jamais parce que personne ne les connaît et c'est bien le principe. Donc il va falloir qu'on invente une nouvelle manière aussi de les présenter et de les garder, ces titres. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se produire et c'est peut-être une question pour moi. Il n'y a aucun historien qui s'est dit faire une bio, c'est ringard. Alors il y a bio et bio. C'est clair, si tu penses à une bio façon 19e siècle, le siècle de Louis XIV, le siècle de Périclès, ce genre de choses, c'est-à-dire que la biographie ne sert qu'à donner un exemple, un modèle et des valeurs à suivre. Oui, non, ouais, ça, plus personne va faire ça. Justement, nous, ce qu'on voulait faire, c'est pas des bios, c'est des vies. Donc, en fait, enlever ce côté modèle dont on gomme les parts sombres. Donc, voilà. Non, c'est juste une vie qui passe. Et nous, on la prend à un moment. Et là, c'est vraiment les nouvelles approches, en fait, l'histoire sociale telle qu'elle se fait maintenant. Et je me permets de reboucler avec la remarque de monsieur que je trouvais très intéressante par rapport au format. Le format, en fait, il parle vraiment, il dit les traces ténues de ces gens dans l'histoire. Il n'y a pas besoin de 300 pages, parce qu'on ne peut pas faire 300 pages. Alors si, les trous, on pourrait les... C'est vrai, on peut les combler avec du notionnel, du conceptuel par-dessus, on va réfléchir, on va mobiliser Weber et Bourdieu, tout le monde sera content. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Nous, on veut laisser la place à ces personnes, et laisser la place, c'est nous, en fait, un peu, les historiens, mettre un petit pas en arrière et juste laisser les sources parler, laisser les personnes s'exprimer, en fait. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de traces, s'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, on va dire... C'est pas réduit à l'os, c'est pas de la grande biographie, Louis XIV, sa vie, son œuvre. Mais si une machine à remonter le temps a été inventée, il y a de fortes chances qu'on arrive plutôt dans les savates d'une migrante, d'un paysan ou d'un marchand de légumes, que dans des belles chaussures à Versailles. Donc, bon, voilà, c'était un peu ça, en fait, l'idée. Aux femmes. Je reviens sur ça parce que il y a une invisibilisation des femmes dans l'histoire complètement. Je vous raconte simplement une petite histoire. J'ai lu un livre qui s'appelle « La fille de Marseille »,
qui raconte l'histoire d'une femme, de la seule femme qui a participé à l'expédition des 1000 de Garibaldi en Sicile. C'est extraordinaire, cette femme-là a disparu complètement de l'histoire. Et cet auteur, Maria Atanassou, a réécrit l'histoire. C'est une fiction, mais c'est une fiction, j'ai envie de dire, historique. C'est-à-dire, elle est allée sur la tombe, elle a fait des recherches, quoi. Et elle recrée l'histoire de cette femme qui a été complètement invisibilisée. Et je trouvais ça assez extraordinaire. Et c'est surtout le fait que cette femme est complètement disparue de l'histoire alors qu'elle était dans l'expédition. Quelque chose à... Je ne suis pas tout à fait certain qu'elles aient disparu de l'histoire. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup d'historiens et d'historiennes qui travaillent et que ça bouge quand même drôlement. Enfin, il faut trouver un intérêt à raconter l'histoire des femmes pour avoir envie de la raconter, quoi, finalement. Je sais pas, longue vie. Je trouve que ça fait des très beaux cadeaux de Noël. Donc voilà, c'est peut-être une hypothèse à creuser. Non mais vraiment, enfin, voilà, ce sont de beaux objets qui sont pas difficiles à offrir, pas difficiles à lire, et où on en ressort en ayant appris un truc dont on se foutait complètement 2 heures avant. Et ça, c'est un vrai plaisir de lecteur. Merci. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec l'historienne Sandrine Victor et le co-directeur des éditions Anacarsis Charles-Henri Lavielle pour la présentation de la nouvelle collection des éditions Anacarsis Les Passantes, enregistrée à la librairie Ombre Blanche mardi 25 novembre 2025 et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.